diffusés tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Nathalie Salle avec Yann Maliszewski à la technique et préparés par Avril Ventura, Camille Lugan, Solène Saller, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous tout à l'heure comme tous les jours à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins où elle recevra aujourd'hui l'ami Martin Rueff pour vous parler de la pitié. Suite et deuxième temps, ce mardi d'une semaine autour de Michel Foucault dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Après l'histoire de la sexualité dont il fut hier question en compagnie de Mathieu Pot-Bonneville, avant la question de l'engagement ou désengagement politique de Foucault, que nous aborderons demain avec Judith Revel, c'est des mots et les choses, ou de les mots et les choses qu'il sera question aujourd'hui avec deux invités. Le sociologue Jean-François Berthe, animateur du Centre Michel Foucault et préfacier du livre Dialogue Raymond Aron Michel Foucault, paru en octobre 2007 aux éditions des Nouvelles Lignes, on va en parler, et le thésard, comme on dit, Ferhat Telan, qui prépare notamment un colloque sur Foucault et Kant. Alors on va parler des mots et les choses aujourd'hui, mais d'abord je voudrais évoquer avec vous deux, Jean-François Berthe, Ferhat Telan, une complicité inattendue, une complicité paradoxale et qui en dit long sur l'ouverture d'esprit des deux protagonistes. C'est l'espèce de complicité qui lia, au moins pour un moment, Michel Foucault et Raymond Aron. Et je voudrais qu'on revienne sur une anecdote, tiens, celle du jour où Raymond Aron, dont la grandeur était d'être plus sévère avec ceux qui partageaient ses opinions qu'avec ceux qui n'étaient pas de son bord, donc Raymond Aron invita Michel Foucault à intervenir dans son séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales dans les termes suivants. « Je serais ravi, dit Aron, de vous offrir un public d'une 50aine d'auditeurs dont le niveau moyen est élevé et auquel vous parlerez librement de ce qui vous intéresse, par exemple votre conception des sciences humaines comme savoir. Je m'engage à l'avance à m'abstenir, précise Aron, de toute polémique et à vous livrer pacifiquement aux jeunes loups s'il y en a. De toute manière, j'espère reprendre un de ces prochains jours la conversation que j'ai eu grand plaisir à avoir avec vous. » Réponse de Foucault. Puisque vous avez eu la bonté de bien vouloir me donner la parole, j'en accepte le risque avec une grande reconnaissance. J'essaierai de lever quelques-unes des ambiguïtés de cette description du savoir que j'ai essayé de faire. Et ma foi, si je suis taillé en pièces par vos jeunes loups, je prendrai de toute façon grand plaisir à les entendre. Quelle élégance de part et d'autre, n'est-ce pas Jean-François Berthe ? On se prend à rêver à de tels endroits où les divergences sont accueillies, saluées, respectées de cette manière. Alors oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment l'illustration d'une c'est vraiment l'illustration d'une génération tout à fait intéressante et importante pour cela, c'est-à-dire que malgré les différences importantes, certes des différences d'âge, de statut, Aron était bien plus âgé que Foucault, donc malgré ces différences et malgré des différences aussi en termes d'engagement politique ou en termes d'idéologie politique, il n'empêche que les mots et les choses et le livre de Foucault semble assez important ou suffisamment important pour qu'à un moment donné on reconfigure des lignes de front très différentes. Et donc on a là, avec Aron et Foucault, l'esquisse d'un dialogue entre deux sociologues. Ils ont en commun l'un et l'autre de n'être pas seulement sociologues, mais on a sur cette base, et une définition peut-être commune de la sociologie, l'esquisse d'un dialogue possible entre les deux. Oui, tout à fait. C'est intéressant que vous parliez de Foucault comme sociologue, parce que justement, pour moi, il n'est pas philosophe. C'est-à-dire qu'il commence, il a un cursus tout à fait normal à l'école normale supérieure, mais en même temps que ce cursus où il finit agrégé de philosophie, il entame une réflexion épistémologique à la Canguilhem sur la psychologie et sur les sciences humaines en général. Rappelons que Canguilhem était le professeur de Foucault et l'un de ses meilleurs défenseurs. Exactement. Il le sera surtout après la publication des mots et les choses. En tout cas, il essaiera de défendre le point de vue de Foucault sur la discontinuité, sur les épistémés. Mais je pense qu'on va y revenir. Ouais. Donc effectivement, je pense que Foucault a une lecture des sciences humaines qui est tout à fait intéressante, tout à fait novatrice et qui est extrêmement différente de celle qui était faite par exemple par Aron. Il écrit quelques mois avant les étapes de la pensée sociologique, donc lui aussi s'est intéressé à ces questions-là.
Et Foucault détonne dans ce monde de l'épistémologie ou de l'histoire des sciences humaines. Bah tiens, on va entendre justement un extrait de ce dialogue entre Aron et Foucault, enfin l'un des dialogues qui a eu lieu entre Aron et Foucault. L'extrait en question se trouve dans une archive de France Culture, c'est une émission de France Culture qui date de 1967, où Aron et Foucault entament un dialogue, je dois dire, dont la courtoisie et la politesse ne cessent pas d'étonner ceux qui l'entendent. Écoutez. Dans le livre que je viens de publier et que j'ai appelé Les étapes de la pensée sociologique, peut-être en me souvenant du titre d'un livre de Léon Brunswick, j'ai fait figurer Montesquieu non comme un précurseur de la sociologie, mais comme un sociologue. Et au moment de commencer le dialogue avec vous, je me souviens que dans votre livre Les mots et les choses, que j'ai lu plusieurs fois, c'est-à-dire avec une extrême attention, vous faites figurer le XVIIIe siècle dans la période pré-moderne, celle qui n'a pas encore découvert les sciences sociales, l'épistémé typique des sciences sociales. Alors, je voudrais vous demander comment vous situez Montesquieu dans votre perspective historique, sinon de la sociologie, du moins des sciences sociales en général. Vous pensez, je serais très embêté, en effet, si Montesquieu pouvait être considéré comme un sociologue à la manière des sociologues du XIXe siècle. En réalité, ce qui me paraît caractériser la pensée du XIXe siècle, ce serait plutôt, si vous voulez, l'existence des sciences humaines plutôt que l'existence des sciences sociales. La sociologie telle qu'elle est apparue au XIXe siècle. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sociologie qui est toute centrée sur le problème de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'essence humaine, quel est le rapport de l'individu et de la société, etc. Alors que Montesquieu fait une lecture du fait social, du régime politique, des corrélations entre les structures constitutionnelles ou institutionnelles des États et puis les groupes sociaux, les classes, les catégories qui figurent, etc. Tout ça, c'est une lecture du fait social qui était parfaitement possible au XVIIIe siècle, qu'il était probablement déjà au XVIIe et qui est peut-être incommensurable avec ce qui s'est passé au XIXe. Ferrat-Tellane, vous partagez le sentiment de votre camarade sociologue Jean-François Berthe, selon qui Foucault n'est pas philosophe mais sociologue? Oui, je pense que cette question, ça dépend des domaines dans lesquels on travaille. C'est vrai que nous, en philosophie, on a tendance à voir chez Foucault un philosophe, c'est-à-dire quand il lit justement les sciences humaines, il les lit en philosophe, j'ai l'impression, à partir de Kant, c'est-à-dire à partir de cette rupture que l'anthropologie de Kant constitue à la fin du XVIIIe siècle. Et je pense que là, c'est un point crucial. C'est un point crucial, c'est-à-dire que Foucault est effectivement un lecteur de Kant. On va revenir d'ailleurs sur cette question jeudi prochain quand on va parler du rapport de Foucault à la philosophie des Lumières, du commentaire que Foucault propose du texte de Kant justement sur qu'est-ce que les Lumières, un texte très très fameux de Kant. C'est un texte dans lequel, tiens, à titre d'avant-goût, on pourrait rappeler que Foucault propose sa définition de la modernité, qu'il désigne, Ferrat-Tellane, comme une attitude. Il dit la modernité est une attitude plutôt qu'une période de l'histoire. Ça, c'est typiquement la phrase d'un philosophe. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense. C'est vrai qu'on insiste surtout ces textes de Foucault sur Kant, c'est-à-dire qu'est-ce que les Lumières. Mais c'est aussi intéressant, je pense, de se pencher sur l'introduction qu'il a écrite justement sur l'anthropologie. Et là, on voit, malgré la critique qu'il fait de Kant, c'est-à-dire Kant serait justement cette figure qui inscrit dans la modernité une ambiguïté entre l'empirique et le transcendantal. Et c'est au fond tout le projet des mots et les choses que s'inscrit dans la suite de cette idée-là. C'est-à-dire une ambiguïté et sur la notion de l'homme, vu que l'homme est à la fois le sujet des connaissances et objet même de ces connaissances. Et de sorte que la définition que donne Foucault de l'homme, on va revenir dessus, et notamment en parlant de la fin des mots et les choses, où Foucault prédit la mort de l'homme, ce que de bons esprits n'ont pas manqué de lui reprocher. On va revenir là-dessus, en précisant notamment d'ailleurs qu'avant d'annoncer la mort de l'homme, Foucault avait raconté sa naissance également. Il faudra savoir ce que Foucault entend par l'homme. Mais alors,
On va plonger justement, pour cette raison, dans Les mots et les choses, le grand livre de Michel Foucault qui date de 1966. Et dans ce livre, dont je dois vous avouer, ce que je vous disais hors micro tout à l'heure, mais l'honnêteté impose de le dire ici, que je n'ai lu, comme la plupart de ceux qui en parlent d'ailleurs, que les premières pages, qui est un commentaire extraordinaire, éblouissant des Ménines, le tableau de Velázquez, et les dernières pages, c'est-à-dire cette étrange prophétie foucaldienne de la mort de l'homme. Entre les deux, il y a 500 pages extraordinairement denses, fournies, touffues, que vous aurez quelques minutes pour nous résumer l'un et l'autre. On va commencer donc par la description et l'enjeu de la description que Foucault propose des Ménines de Velázquez. Voici un extrait justement de cette première page, enfin de ces premières pages. Écoutez. En apparence, ce lieu est simple. Il est de pure réciprocité. Nous regardons un tableau, d'où un peintre, à son tour, nous contemple. Rien de plus qu'un face-à-face, que des yeux qui se surprennent, que des regards droits, qui, en se croisant, se superposent. Et pourtant, cette mince ligne de visibilité, en retour, enveloppe tout un réseau complexe d'incertitudes, d'échanges et d'esquives. Le peintre ne dirige les yeux vers nous que dans la mesure où nous nous trouvons à la place de son motif. Nous autres, spectateurs, nous sommes en sus. Accueillis sous ce regard, nous sommes chassés par lui, remplacés par ce qui de tout temps s'est trouvé là avant nous, par le modèle lui-même. Mais inversement, le regard du peintre, adressé hors du tableau au vide qui lui fait face, accepte autant de modèles qu'il lui vient de spectateurs. En ce lieu précis, mais indifférent, le regardant et le regardé s'échangent sans cesse. Nul regard n'est stable, ou plutôt, dans le sillon neutre du regard qui transperce la toile à la perpendiculaire, le sujet et l'objet, le spectateur et le modèle, inversent leur rôle à l'infini. Et la grande toile retournée à l'extrême gauche du tableau exerce là sa seconde fonction. Obstinément invisible, elle empêche que soit jamais repérable ni définitivement établi le rapport des regards. La fixité opaque qu'elle fait régner d'un côté rend pour toujours instable le jeu des métamorphoses qui, au centre, s'établit entre le spectateur et le modèle. Parce que nous ne voyons que cet envers, nous ne savons qui nous sommes ni ce que nous faisons. Vu ou voyant. Le peintre fixe actuellement un lieu qui, d'instant en instant, ne cesse de changer de contenu, de forme, de visage, d'identité. Mais l'immobilité attentive de ses yeux renvoie à une autre direction qu'ils ont suivie souvent déjà et que bientôt, à n'en pas douter, ils vont reprendre. Celle de la toile immobile sur laquelle se trace, est tracé, peut-être depuis longtemps et pour toujours, un portrait qui ne s'effacera jamais plus. Si bien que le regard souverain du peintre commande un triangle virtuel qui définit en son parcours ce tableau d'un tableau. Au sommet, seul point visible, les yeux de l'artiste. À la base, d'un côté, l'emplacement invisible du modèle, de l'autre, la figure probablement esquissée sur la toile retournée. Ferhat Tellan et Jean-François Berthe sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi, dans une semaine sur Michel Foucault. C'est pour parler des mots et les choses qu'ils sont là. Très beau livre de Michel Foucault. En tout cas, un livre dont le début et la fin sont magnifiques, pour autant que je puisse en parler. Ferhat Tellan, pour mémoire, hein, le tableau de Velázquez représente effectivement sur son coin gauche, quand on lui fait face, un tableau retourné, de sorte qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur le tableau et que le peintre donne le sentiment de regarder le spectateur du tableau comme si il le peignait, mais nous ne savons pas ce qui se trouve sur ce tableau. Qu'est-ce qui se joue, selon Foucault, dans ce jeu de regard, et pourquoi accorde-t-il au début de ce grand livre, Les mots et les choses, tant d'importance et une description si détaillée à ce tableau? Oui, alors je pense qu'il y a une double manière de
d'aborder cette analyse sans doute très complexe, parce qu'il aborde plein d'aspects en fait, du tableau, évidemment. Oui, Et- on a eu ici qu'un petit Oui, aperçu, oui, hein, oui. ça fait 10 pages. Allez-y. Oui, donc je pense que d'abord, le tableau de Velázquez est d'une part, pour Foucault, la représentation de la représentation classique elle-même, hein, c'est-à-dire, c'est l'idée, en suivant en fait l'idée de Mathieu Pot-Ponville, qui propose de lire les mêmes choses selon deux régimes, un régime d'exposition historique et un régime de recherche critique ou philosophique. Je suis assez d'accord avec ça. Et donc, si on se penche sur le régime historique, disons, d'exposé, c'est l'idée que au début du XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle, la pensée cesse de se mouvoir dans l'élément de la ressemblance, comme c'était le cas dans la Renaissance, et va au contraire consiste à discerner les choses. Donc Velázquez, d'une part, serait la représentation même de la représentation classique. Mais d'autre part, Foucault voit ici la possibilité d'une analyse structurale en partant de la signification de cette absence des souverains, qui est en même temps une présence, vu qu'on les voit justement derrière. Et Deleuze, d'ailleurs, va interpréter cela comme ce qu'il y a de propre dans le structuralisme, à savoir l'existence d'un casse-vide qui produit des effets justement parce qu'il est vide et susceptible d'être rempli par les figures historiques. Ça, le papier auquel vous faites référence, c'est l'article que Deleuze avait consacré aux mots et les choses Oui. dans le Nouvel Observateur, qu'on retrouve dans le très beau recueil qui s'appelle L'île déserte et autres textes aux éditions de Minuit, une édition préparée par David Lapoujade. L'article s'appelle L'homme, une existence douteuse. Là encore, hein, on va revenir là-dessus. Mais d'abord, un instant sur ce point aveugle. Il y a manifestement dans le tableau de Velázquez, en tout cas aux yeux de Foucault, un point aveugle, un élément manquant. Et dans le même temps, il fait de ce tableau le paradigme, comme disent les scientifiques, d'une époque particulière. Alors, je voudrais d'abord revenir sur le statut de ce point aveugle, ce qu'il signifie, sa fonction, et puis également, pour ceux de nos auditeurs, dont je fais partie d'ailleurs, hein, qui n'ont pas en tête la tripartition foucaldienne, enfin le Foucault historique, historien, qu'on revienne sur ce qu'il dit des sciences humaines et également de la façon dont chaque époque s'attache à des modèles différents, comme ici il s'agit de la représentation. Ferrat-Tellan. Oui, je pense que là, Foucault joue sur le problème de présence-absence et évidemment de cette place vide, et qui sera remplie par la figure de l'homme à partir de notre modernité qui s'ouvrirait avec Kant et avec l'anthropologie. Bon, une thèse très forte, évidemment, sur laquelle on peut revenir. Et on s'arrête là, Jean-François Berthe. Non, en fait, vous avez, dans votre question, vous avez tout à fait résumé les ambitions de Foucault dans l'ouvrage, parce que je pense que c'est important peut-être de rappeler ça. Moi, je vois 3 ambitions des mots et les choses, et ça sera un élément de réponse certainement à votre question. D'ailleurs, je ne peux renvoyer l'auditeur que vers le magnifique chapitre de Daniel Arras dans l'Histoire de peinture sur l'analyse qu'il fait du tableau de Velázquez, qui est à mon sens sans doute la meilleure analyse qui est donnée de ce tableau. Alors, je verrai 3 points intéressants pour comprendre, ou en tout cas pour aborder les mots et les choses. Le premier, c'est effectivement que pour Foucault, et comme le montre très bien l'analyse de Velázquez, en tout cas une des phrases qu'on vient d'entendre, où il est dit que on ne sait pas ce que l'on fait ni qui on est, c'est que pour Foucault, il existe des réseaux anonymes de savoir. L'idée étant qu'il faut mettre à jour ce qu'il appelle les conditions de possibilité des connaissances, et il le fait par la prise en compte des ruptures ou des discontinuités. Velázquez est une discontinuité. En tout cas, le tableau apparaît pour Foucault comme une discontinuité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, peut-être, qui me semble important, c'est effectivement, et vous l'avez rappelé, c'est que les mots et les choses, il faut les considérer aussi comme une amorce d'une nouvelle histoire critique des sciences humaines. Dernier point, le plus important et celui qui posera le plus de problèmes à Foucault, c'est qu'il s'agit d'affranchir la philosophie de l'humanisme. Et, ajoute Foucault au même moment, des humanistes mous. Et il vise Sartre, Saint-Exupéry, Camus, Teilhard de Chardin, ceux qui veulent, dit-il, parler de l'homme ou encore de l'homme et surtout de sa libération. Donc, voilà effectivement l'ambition de ce texte, et comment est-ce qu'on peut essayer de cerner l'écriture de Foucault par rapport à cette génération tout à fait particulière.
L'humanisme, c'est la grande perversion de toutes les connaissances, de tous les savoirs et de toutes les expériences contemporaines. Nous devons nous affranchir de l'humanisme exactement comme au XVIe siècle, il a fallu s'affranchir de la pensée médiévale. Notre Moyen-Âge, à l'époque moderne, c'est l'humanisme. Je crois d'ailleurs qu'en se débarrassant de cet humanisme qui nous encombre si fort maintenant, nous ne ferons que découvrir au fond ce qui est en train de se passer, car ce qui est en train de se passer, c'est, je crois, la disparition de l'homme. En effet, tout ce monde du savoir qui, à la fin du XVIIIe siècle, a donné naissance à l'homme, ce monde du savoir est en train de changer sous nos yeux. Les sciences humaines elles-mêmes, qui nous avaient promis en quelque sorte à leur naissance de nous livrer les secrets de l'homme, ces sciences humaines, nous nous apercevons maintenant que ce n'est pas du tout l'homme qu'elles découvrent devant nous. Le sociologue, le psychanalyste, le linguiste, à mesure qu'ils travaillent et à mesure qu'ils avancent dans leur domaine, ne découvrent pas un certain noyau qui serait propre à l'existence humaine, qui serait caractéristique de cet être vivant qu'est l'homme. Ils découvrent en réalité des structures beaucoup plus larges que l'homme. Ils découvrent des formes de pensée qui, en quelque sorte, ne sont pas maîtrisées par notre conscience et par notre pensée à nous, hommes individuels. Et le structuralisme actuel n'est pas autre chose que la découverte de cet arrière-fond de pensée anonyme à l'intérieur duquel les hommes se trouvent pris. Par conséquent, en découvrant ces structures absolument universelles auxquelles nous sommes soumis, les sciences humaines ne découvrent pas un secret intérieur à l'homme, mais au contraire, quelque chose, un réseau fatal à l'intérieur duquel l'existence humaine se dissout. C'est cette dissolution de l'homme par le savoir même que nous en prenons qui me paraît être le phénomène contemporain le plus caractéristique. Et par conséquent, c'est bien la mort de l'homme que nous sommes en train de vivre maintenant à l'intérieur de notre savoir. Je crois que le rôle de l'homme peut se résumer en un mot. Le rôle de l'homme sera maintenant de savoir que l'homme est mort. Ferhat Telan, il est gonflé quand même quand il parle de la mort de l'homme. Hein. Il ne se contente pas de l'annoncer dans les mots et les choses, il ne se contente pas de la prédire, il la repère, il la constate, il la diagnostique. Et au fond, ce qu'on comprend quand on écoute Foucault, c'est que quand il parle de mort de l'homme, il décrit la dissolution de l'homme par le savoir que nous en prenons. Est-ce que ça signifie, au fond, que par mort de l'homme, il entend la mort du sujet, au sens le plus classique du terme, c'est un sujet qui serait finalement l'origine de ses représentations ou de ses actes, au profit d'un sujet brisé qui serait déterminé et qui, prenant conscience de ses déterminations, se dissoudrait, au fond, dans le tissu de ces déterminations qui le portent à être un tel plutôt qu'un autre, hein. Je pense qu'en fait, la question du sujet est quelque peu différente de la question de l'homme. Parce que l'homme, enfin l'idée centrale de Foucault, c'est que l'homme n'est pas cette instance permanente qui traverse l'histoire et dont on prend connaissance de manière progressive dans une sorte de temporalité linéaire. Mais il est l'effet moderne d'une certaine articulation des savoirs. Contrairement au sujet, parce que c'est vrai que sur la question de sujet, même le dernier Foucault, on trouve des éléments comme un support des actions. Donc, il y a un retour du sujet dans les derniers entretiens de Michel Foucault. En tout cas, une interrogation sur la subjectivité, sur le sujet qui est, je pense, tout à fait différente de la question de l'homme. Et au fond, sur ces débats sur la mort de l'homme, il y a eu beaucoup de malentendus et de contresens. Mais alors, dissipons-les. Qu'est-ce qu'il entend quand il parle de mort de l'homme en parlant de dissolution de l'homme par le savoir que nous en prenons ? C'est-à-dire, quand il s'explique sur le structuralisme, il dit bien que sa génération à lui
en tout cas, a eu une sorte de conversion vers le structuralisme. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le système avec Lévi-Strauss et Lacan, et par rapport à ça, l'homme et tout l'humanisme régnant, au fond, apparaissait comme une sorte d'obstacle devant la recherche. Et je pense que c'est ce point-là qui est très important. Quand Foucault dit, par exemple, qu'il ne faut pas confondre, la froideur et... la froideur, la tiédeur molle des compromis et la froideur qui appartient aux vraies passions. C'est-à-dire que l'humanisme, ce serait cette tiédeur molle qui empêche la pensée. La froideur qui appartient aux vraies passions, c'est magnifique. Oui, et là, il pense à Nietzsche, bien évidemment, et l'idée qu'un espace se déplie dans lequel on peut penser quand on supprime cette réponse trop facile que constitue l'humanisme. Il pense à Nietzsche, et d'une certaine façon, il radicalise le nietzschéisme, puisque l'un parlait de mort de Dieu, l'autre va jusqu'à parler de mort de l'homme, fidèle d'ailleurs en cela, d'une certaine façon, peut-être, à l'enseignement de Nietzsche. Jean-François Berth, sur ce point. Oui, je pense surtout qu'il vise Sartre. Entre nous, je pense que là, le débat est un débat intergénérationnel pour le coup, et que cette forme d'anti-humanisme telle que la déploie Foucault dans Les mots et les choses est commune avec celle qu'Althusser déploie au même moment. Bourdieu, que Lévi-Strauss avait le premier déployé au début des années 60, en 62, quand il disait, en tout cas quand il soutenait contre Sartre, qu'il était impossible de fonder une anthropologie qui aurait pour principe fondateur une philosophie du sujet libre et finalement de voir l'histoire comme la réalisation d'une liberté. Le fait est que Sartre a quand même eu du mal à concilier son marxisme avec son cartésianisme. Il y a l'idée d'un sujet autonome avec le sentiment que le marxisme était l'horizon indépassable de son temps a donné lieu chez Sartre à 2 ou 3 paradoxes, pour le dire poliment. Non, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Foucault se coule dans une lignée qui est celle du structuralisme, même si il est difficilement pensable de faire de Foucault, Lévi-Strauss, Althusser, Barthes un même ensemble commun. Non, les choses sont un peu plus complexes que ça. Donc, en tout cas, si on veut poser la question du structuralisme de Foucault à ce moment-là, il faut certes revenir sur cette question de l'anti-humanisme, chose qu'on vient de faire, mais il y a 2 autres éléments peut-être importants qu'il faut signaler. Le premier élément, c'est que le structuralisme est d'abord pour lui une méthode qui lui permet d'interroger une culture à partir de ce qu'elle exclut et rejette. Ça, c'est très clair dans l'histoire de la folie, par exemple. Il explique la modernité par rapport à la folie et ce dialogue entre raison et déraison. Donc ça, c'est typiquement... C'est-à-dire la réduction par la raison de la folie à la déraison, ce qui est une façon d'en méconnaître l'altérité indigeste. L'arraisonnement. Voilà, donc ça c'est un premier élément où effectivement le structuralisme est pris comme une méthode. Un deuxième élément peut-être qu'on oublie souvent de rappeler concernant le structuralisme foucaldien des années 60, c'est qu'il est un grand lecteur des historiens, et en particulier du plus grand d'entre eux à ce moment-là qui est Braudel, avec son livre sur la Méditerranée, qui date quand même de 1949, donc c'est déjà assez ancien. Mais que montre Braudel dans ce livre, c'est que sous des grandes continuités de l'histoire, il y a des interruptions, il y a des ruptures, il y a des discontinuités. Il y a le temps long, il y a le temps moyen, il y a le temps court. Donc il n'est plus possible de penser l'histoire comme une continuité ou une temporalité unique. Donc ça, Foucault va le chercher chez Braudel. Et cette question de la discontinuité est centrale, bien évidemment, dans Les mots et les choses, quand il fait passer ces fameuses épistémées, ces 3 épistémées, ces 3 champs de savoir, de l'une à l'autre, et il les fait passer en utilisant le terme un peu facile, d'ailleurs, c'est ce qui lui sera reproché, de faille radicale. Il existe une faille radicale entre ces 3 épistémées. Alors, épistémée, Aron résume le terme en disant ce sont des structures de pensée qui sont, on sent le Aron germaniste, qui donc qualifie une époque. Sur cette question, Ferrat-Tellane, Jean-François Berth, de la discontinuité de Michel Foucault, penseur du discontinu, de ces failles radicales, comme vous dites. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la lecture que Foucault propose de l'histoire, avec effectivement ces discontinuités, ces périodes tout à fait marquées, caractérisées par des modèles régnants, dominants, qui ensuite évoluent insensiblement jusqu'au moment où il y a une véritable rupture? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette représentation qu'il se donne de l'histoire et son propre système,
qui lui obéit, semble-t-il, et là encore c'est le profane qui vous pose une question, mais c'est donc intuitif, mais le système de Foucault qui lui suit le fil d'une continuité permanente. Il y a un continuisme foucaldien, des intuitions foucaldiennes, qui viendraient contredire la représentation discontinue qu'il se fait de l'histoire. Ferrat-Tellane, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, c'est vrai que là, sans doute, il y a une difficulté. D'ailleurs, qui s'explique aussi par le fait que Foucault infléchit par la suite son travail. Parce que le problème des mots et les choses, et auquel vous faites allusion, c'est au fond, je pense, le problème d'une autonomie du discours, qui est très marquée dans ce livre et qui sera peu à peu abandonnée, en tout cas équilibrée, disons, par un intérêt qu'il aura pour les pratiques. Parce que la question, effectivement, comment d'une épistémée on passe à une autre, si on reste seulement dans une analyse d'une autonomie du discours, est très difficile à expliquer. C'est-à-dire comment le discours, comme un sujet très, au fond, ambigu, lui-même fait des déplacements sans qu'on puisse les ramener aux questions pratiques, sociales, etc. Jean-François Bert. Oui, enfin, c'est d'ailleurs le fort des critiques qui lui ont été faites à la sortie de l'ouvrage. Si on s'intéresse un peu à la réception... Et c'est une critique qui est toujours recevable 20 ans après la sortie de l'ouvrage, c'est-à-dire même 20 ans plus tard et quelques livres plus tard, la critique tient toujours. La critique tient toujours, mais elle tient d'autant plus que, évidemment, le savoir des sciences humaines avance et qu'on découvre voilà, il y a des généalogies qui se font et que la question des épistémées est difficilement tenable. Mais en tout cas, je pense qu'il faut le prendre comme étant non pas comme une vérité, pour parler comme Foucault, mais en tout cas comme une tentative de démonstration ou une tentative de méthode. Je pense que le livre tient aujourd'hui pour cela en particulier. Donc c'est important de bien distinguer ce qui pourrait être de la critique pas facile, mais en tout cas de la remise en cause d'un certain nombre d'éléments vus par Foucault, voilà, et le livre comme une méthode, ou en tout cas comme l'affirmation d'une démonstration qu'il essaie de tenir jusqu'au bout et jusque dans les dernières lignes de l'ouvrage. D'ailleurs, 3 ans après, dans l'archéologie du savoir, il reprendra déjà, par rapport aux critiques qui lui ont été faites en 66, c'est cette question de l'archéologie. Ferrat-Tellane. Oui, j'aimerais juste dire qu'effectivement, au-delà de cette difficulté de méthode qu'il va infléchir lui-même, au fond, quelques années plus tard, quand on regarde les contenus précis de ces analyses, je pense que les mêmes choses restent encore une référence dans l'épistémologie des sciences humaines. Par exemple, l'analyse qu'il propose, la lecture qu'il proposait selon laquelle les sciences humaines recourent au modèle constituant emprunté aux 3 domaines de la biologie, de l'économie et l'étude du langage était sans doute assez pertinente. Mais c'est-à-dire qu'on continue de considérer que l'homme est 3 fois déterminé, au fond, biologie, langage, économie. Eh bien, c'est-à-dire que l'homme, comme être ayant des fonctions, des besoins et des désirs, est une figure construite par les sciences de l'homme, qui n'héritait pas cette figure de l'homme des autres sciences, mais qui héritait les modèles selon lesquels on pensait l'homme. Mais alors, de ce point de vue, Jean-François Bert, Ferrat-Tellane, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté qui serait propre aux sciences humaines et que tout le mérite de Foucault, d'ailleurs, consisterait à l'avoir fait apparaître? Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté qui est que les sciences humaines se donnent l'homme pour objet, mais c'est un homme dont l'étude qu'elles en proposent est dissous dans l'étude, justement, qu'elles en proposent. Est-ce qu'au fond, les sciences humaines n'étudient pas l'homme dont elles contribuent qu'elles contribuent à déconstruire en l'étudiant? Jean-François Bert. Non, je suis là, évidemment, vous touchez le cœur de cette tentative d'histoire critique des sciences humaines telle que la voit Foucault. Et c'est très clairement ça qu'il essaie de montrer. Il est intéressant peut-être de lire en contrepoint des mots et les choses ce qu'il va dire des sciences humaines dans Surveiller et punir, parce que Surveiller et punir est aussi une généalogie des sciences humaines. Et là, la critique est différente, mais en tout cas, cette question des sciences humaines le taraude et va continuer à l'intéresser tout au long des années 70. Donc on voit là aussi que, pour le coup, pour répondre à votre question d'un système foucaldien cohérent, que les problèmes continuent à se poser chez lui, certes de manière différente, mais en tout cas, la question des sciences humaines et du devenir des sciences humaines l'importe. Ça, c'est très clair. On va entendre, la parole de son éditeur, l'éditeur de Michel Foucault, Pierre Nora, qui était l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance en 2008, le 14 mars 2008, pour nous parler justement de Michel Foucault, et qui
là encore d'ailleurs, prenant le contre-pied d'un certain nombre d'idées reçues sur Michel Foucault, nous brosse de lui un étrange portrait. Écoutez. Je me souviens d'une première chose. Il est arrivé dans mon bureau au moment où j'ai publié les mots, enfin édité les mots et les choses, et on avait mis à l'envers le fameux diagramme des savoirs auquel on comprenait rien. Il est arrivé, il s'est pris la tête entre les mains. Je lui ai dit, mais écoutez, de toute façon, si vous croyez que quelqu'un va le regarder, le lire à l'endroit ou à l'envers, faut vous tromper. Alors, je lui avais d'ailleurs raconté à ce propos l'histoire célèbre depuis de Sartre, de L'être et le néant. C'est-à-dire que 15 ans à peu près après la publication de L'être et le néant, il y a un lecteur qui est venu réclamer, à cause de la malfaçon de son livre, où il manquait un cahier de 16 pages, puisque c'est par 16 pages qu'on fait les cahiers de livres. Et on a regardé dans tous les autres, depuis le début, il manquait ces 16 pages. Personne ne s'en était aperçu, aucun lecteur, et Sartre lui-même ne l'avait jamais remarqué. Donc, j'ai raconté cette histoire à Foucault. Évidemment, on se riait de choses comme ça. On riait de tout, si j'ose dire, de la vanité du monde, pour tout dire, et de la sienne, pour commencer. De la sienne, vous diriez. Oh, mais écoutez, il savait tellement bien ce qu'il faisait, il était tellement machiavélique. Alors lui, vous parlez de sa carrière, c'était un stratège à l'état pur. Et donc, il savait très bien de qui il fallait obtenir un article, de qui il fallait pas obtenir un article. Et donc, indépendamment du contenu, si j'ose dire, de ses livres, on riait de Paris, on riait de Gallimard, on riait de tout, quoi. Et puis c'est un esprit tellement, vous le sentez à travers sa voix, tellement brillant, tellement... c'était l'esprit le plus caustique, le plus rapide, le plus méchant. Et c'est une méchanceté rare. Il semble que tout indique que l'homme, qui a été le plus vieux de nos soucis, n'a pas cessé d'asseoir son règne à l'intérieur de notre monde et sur la nature elle-même. Eh bien, tout ceci qui constitue en gros le schéma général de l'enseignement que nous avons reçu, je crois que c'est un extraordinaire présupposé. Il me semble en effet que l'homme n'a pas été, depuis le fond de l'âge grec, le principal souci de notre civilisation. Ce qui existait avant le XIXe siècle, ce qui existait à l'âge grec, c'était les dieux, c'était la nature, c'était le cosmos. Ce qui existait à l'époque classique, eh bien, c'était la vérité, c'était les mathématiques, c'était l'ordre du monde, c'était les êtres naturels, ça n'était pas l'homme lui-même. L'homme lui-même n'est apparu que tardivement, et je crois que c'est à peu près au XIXe siècle que l'on peut situer très exactement la date de naissance de ce curieux personnage si récent dans notre histoire et qu'on appelle l'homme. Ainsi formulé, disent Luc Ferry et Alain Renaud dans leur livre La pensée 68, qui date de 1985, la thèse, donc qu'on vient d'entendre, de Michel Foucault, semble au premier abord passablement délirante et avoir surtout pour mérite d'être très aisément falsifiable et falsifiée, ne serait-ce que par l'évocation des déclarations des droits de l'homme. Que vaut, cette objection à l'idée d'une naissance tardive de l'homme? Parce que dans Les mots et les choses, il n'y a pas seulement la mort de l'homme, il y a également la naissance de l'homme. Ferhat Tellan. Mais je pense que vraiment, ce problème de la naissance de l'homme est fondé chez Foucault sur sa lecture de Kant et sur un problème très précis. C'est-à-dire, il se pose cette question, la question suivante. Quel effet produit la quatrième question? Qu'est-ce que l'homme sur les trois premières? Quatrième question, c'est la quatrième question de Kant, Kant, qui résume les trois autres. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Allez-y. Parfaitement. Et donc, or, la connaissance pragmatique de l'homme chez Kant n'est pas autonome, mais dépend de celle du monde, donc domaine empirique par excellence. Et donc, concevoir ainsi le monde comme source de savoir, comme domaine et comme limite, consiste à répéter pour Foucault les questions critiques du point de vue de l'anthropologie. Et revient donc à réintroduire des éléments empiriques au sein du projet transcendantal. Et il dit ceci, je vais citer juste une phrase de l'introduction qu'il a écrite à l'anthropologie de Kant. Il dit « Une philosophie transcendantale, en cherchant à définir les rapports de vérité et de liberté, c'est-à-dire en se situant dans la région du fondamental, ne peut pas échapper à une problématique de la finitude des limites. Il faudrait bien un jour envisager toute l'histoire de la philosophie post-kantienne et contemporaine du point de vue de cette confusion entretenue, c'est-à-dire à partir de cette confusion dénoncée. »
Donc, c'est pour dire que le problème de l'homme, Foucault le situe dans la philosophie même de Kant. Et Kant lui-même aurait introduit de l'empirique et de l'anthropologique au sein même de son projet transcendantal. C'est-à-dire que le lien des positivités à la finitude, cette façon qu'il a de redoubler l'empirique dans le transcendantal, le rapport perpétuel que le cogito cartésien entretient avec ce qu'il ne parvient pas à penser, tout cela sont les éléments qui permettent à Foucault de définir la naissance de l'homme. Mais en même temps, on parlait d'homme avant que ces révolutions extraordinairement complexes de l'histoire de la pensée n'aient lieu. On parlait déjà d'homme. Parler de mort de l'homme, Foucault n'ignore pas le caractère incroyablement provoquant d'une telle formule. Jean-François Bert. Oui, certainement. Enfin, là, je dois avouer que ce que disait Pierre Nora n'est pas tout à fait faux. Foucault était un grand stratège et il avait le don de la formule. Enfin, voilà. Donc, comme vous le disiez si gentiment en début d'émission, vous n'avez lu que le début et la fin, mais on y trouve résumé finalement l'ensemble de l'ouvrage. Donc, cette question de la mort de l'homme fait partie d'un effet de génération, encore une fois, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui cette contextualisation importante pour vraiment saisir les mots et les choses, et à la fois c'est extrêmement provocateur. Est-ce que, par exemple, ce que Foucault dit de la mort de l'homme permet de penser la dilution? Alors, on a parlé d'empirique et de transcendantal. Laissons de côté les mots barbares, si j'ose dire, et venons-en à des problèmes qui sont familiers à tous. Est-ce que ce que Foucault désigne comme la mort de l'homme permet de comprendre ou de réfléchir sur la dilution de l'universel dans l'addition des nations ou bien dans la succession des communautés? Ferrat-Télane, selon vous? Je ne pense pas qu'il a en tête vraiment ça. Mais si vous permettez... Sans l'avoir en tête, il peut permettre de le penser. Un philosophe est grand aussi par ce qui lui échappe. Oui, mais je pense que justement, si on s'interroge sur les conséquences de cette invitation à la recherche lancée par Foucault, parce que je l'interprète plutôt comme ça, l'idée de la mort de l'homme, c'est pas une destruction, hein, parce que apparemment à l'époque, c'est Deleuze qui raconte qu'il y avait un psychanalyste qui qui disait que Foucault-Hitler, c'était même combat parce qu'il voulait tuer l'homme. Je pense qu'évidemment, derrière ces accusations complètement caricaturelles, il y a vraiment une invitation à la recherche et qui va dans le sens, en fait, d'une désanthropologisation des sciences humaines. Et si on regarde les conséquences, je pense, aujourd'hui... Enlever l'homme des sciences humaines. Posez pas le problème de l'homme comme le problème central, essayez de voir les conditions de possibilité des savoirs et de l'expérience sans se référer à cette figure de l'homme qui nous donne des réponses trop faciles. Et je pense que quand on regarde maintenant l'anthropologie contemporaine, quand on lit Descola par exemple, et qui se réfère d'ailleurs, j'ai vu ça au moins les choses de manière assez positive, eh bien son idée d'élargir le champ de l'anthropologie au-delà de l'anthropos, je pense que doit, entre autres livres, quelque chose au moins les choses. Je renvoie ici l'auditeur à Nature et Culture, hein, l'ouvrage de Philippe Descola. Par-delà Nature et Culture, tout à fait, pardon. L'ouvrage de Philippe Descola qui se trouve là encore chez Gallimard d'ailleurs. On va continuer cette conversation, d'ailleurs on arrive presque à son terme. Je voudrais qu'on entende, toujours dans l'émission de 1967, le dialogue Foucault-Aron, le moment justement où Aron interroge Foucault. On est à la toute fin du dialogue sur cette question de la mort de l'homme. Vous dites à la fin de votre livre, c'est que la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui, par les sciences humaines, plus conscients du problème de l'homme que nous ne l'avons jamais été? Et êtes-vous sûr de voir déjà l'épistémé où il n'y aurait plus de sciences humaines? Est-ce que vous n'êtes pas nietzschéen à ce moment-là? Est-ce que vous ne sortez pas de votre propre méthode de l'analyse de l'épistémé des différentes époques? Si vous voulez, je dirais que la configuration épistémologique dont la mort de Dieu annonce probablement la fin, cette configuration, on peut la définir d'un mot, c'est la revendication pour l'homme du droit à être sujet et objet de la philosophie et du savoir qui porte sur lui-même homme. Ce que vous avez fait, je crois, dans votre œuvre sociologique, ce qui se passe actuellement, c'est la dissociation entre, si vous voulez, l'homme comme objet de la philosophie
Et puis l'homme comme sujet de sa propre expérience. J'ai dit tout à l'heure objet de la philosophie, je voulais dire objet du savoir, objet des sciences humaines, etc. Il est évident que l'homme comme sujet de sa propre expérience appartient à une société, à une culture, appartient à un champ qu'on doit pouvoir structurer. J'emploie structurer au sens faible, c'est-à-dire au sens large du mot. Donc un champ qu'on peut structurer. Ceci dit, l'homme comme objet de la réflexion, comme objet du savoir, comme objet de l'analyse, c'est un champ qui est évidemment entièrement ouvert pour nous. Et je crois que votre œuvre, précisément, l'a ouvert. Mais l'a ouvert par une dissociation entre l'homme-sujet et l'homme-objet. Si vous voulez, un postulat anti-fichéen qui me paraît caractériser la pensée contemporaine. Alors laissons de côté le postulat anti-fichéen qui caractérise la pensée contemporaine, ça nous emmènerait dans des sphères où l'air raréfié nous interdirait d'y respirer, comme à nos auditeurs d'ailleurs, mais revenons-en quand même à ce que Foucault répond à Aron. Parler de mort de l'homme, c'est faire de l'homme un objet de savoir, Jean-François Bert. Oui, encore une fois, tout simplement, je pense que ce que soulève Foucault dans ce débat avec Aron et même dans les différentes réponses qu'il va faire aux nombreuses critiques qui vont lui être données en 66-67, c'est que tout simplement les actions et les pensées d'un sujet sont indissociables de l'époque où elles se développent. Donc voilà, et il faut partir de là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'étude de l'homme de son inscription dans une époque, dans une culture donnée. L'empirique prend le pas sur le transcendantal, Ferhat Tellane. Oui, c'est vrai que c'est un point... On peut de ce point de vue faire de Foucault un penseur conservateur. Conservateur dans quel sens? Conservateur dans la mesure où ou communautaire, où la valorisation d'une communauté l'emporterait finalement sur l'universel qui permettrait à l'homme de s'arracher à ses déterminations et de progresser, par exemple. C'est vrai que ce sont des critiques adressées à Foucault au moment aussi de l'apparition de la volonté de savoir dont vous parliez hier. C'est-à-dire quand il essaie de penser la résistance, par exemple. Il y a une page très compliquée, qui fait beaucoup de débats de la volonté de savoir, la page 190 et 11 plus précisément, où il dit par exemple, comment on va interpréter la résistance quand le pouvoir prenait comme objet la vie. Il y a eu des mouvements, des luttes sociales qui ont renversé, qui résistaient par la vie même. Donc par exemple le statut de cette vie qui serait quand même commune aux hommes, entre guillemets, quand on parle de Foucault, pose problème aujourd'hui. Je pense notamment aux analyses de Stéphane Haber et de Frank Wichpar qui problématisent l'antinaturalisme de Foucault. Donc je dirais le débat reste ouvert aujourd'hui là-dessus. Et le débat reste ouvert et la conversation s'achève sur cette ouverture qui est également l'ouverture des mots et les choses, ouverture en forme de testament, il parle de la mort de l'homme. On va entendre la trop fameuse page, la trop fameuse dernière page des mots et les choses, lue par Jean-Louis Jacopin, par l'ami Jean-Louis Jacopin, et je vous remercie l'un et l'autre d'avoir participé à cette émission. Écoutons cette dernière page. Une chose en tout cas est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème, ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que, longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots, bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, un seul, celui qui a commencé il y a 1 siècle et demi et qui peut-être est en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Et ce n'était point là libération d'une vieille inquiétude, passage à la conscience lumineuse d'un souci millénaire, accès à l'objectivité de ce qui longtemps était resté pris dans des croyances ou dans des philosophies. C'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, elles basculaient comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer
un visage de sable. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Les souvenirs et les regrets aussi. On aimerait entendre davantage d'Yves Montand, mais on a le bonheur d'entendre Adèle Van Rett à 10h50 sur France Culture pour le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. C'est de pitié que vous allez nous parler aujourd'hui. Oui, exactement. On parle de pitié, ce sentiment qui naît de l'apparition de la douleur de l'autre et dont certains philosophes ont voulu faire le fondement de la vie morale. La pitié, c'est le thème d'un séminaire qui a lieu tous les jeudis jusqu'au 15 avril, le séminaire organisé par le philosophe Martin Rueff, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martin Rueff. Bonjour. Vous êtes venu il y a quelques semaines au Nouveau Chemin pour nous parler de Rousseau. Et d'ailleurs, on va sans doute en parler plus ou moins directement, puisque Rousseau est un des grands penseurs de la pitié, des grands philosophes qui ont réfléchi sur la pitié. Alors, dans ce séminaire, organisé en partenariat avec le Collège international de philosophie, vous proposez de réfléchir sur cette notion, ce sentiment qu'est la pitié, à partir d'un angle bien particulier, puisque vous vous demandez si une histoire littéraire et philosophique de la pitié est possible. Et tous les termes sont importants ici, à la fois le terme d'histoire, littéraire et philosophique de la pitié. Alors comment comprendre ce parti pris, cet angle d'approche de la pitié? Est-ce que ça veut dire que ce sentiment ou cette disposition, on verra la différence entre les deux, qu'est la pitié, est à ce point sensible ou inaccessible à la raison qu'on ne peut le saisir qu'à travers une histoire? Autrement dit, est-ce que le fait de réfléchir à une histoire de la pitié, est-ce que c'est le seul moyen de ressaisir ce qu'est la pitié? En quoi est-ce que c'est particulièrement pertinent, Martin Rueff? Bien, écoutez, il y a deux manières de répondre à votre question. La première, ce serait de partir d'un constat et d'en faire l'archéologie, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, la pitié a mauvaise presse. Et qu'il s'agisse de la condamner sous prétexte que la politique serait devenue l'exercice de la pitié. Cette critique émane par exemple d'Alain Badiou dans son livre sur l'éthique. Qu'il s'agisse aussi de dire que la pitié a été le moteur de la mauvaise révolution, la Révolution française, chez Hannah Arendt, et c'est assez piquant de voir Badiou et Arendt conjoints dans une critique de la pitié. La pitié a mauvaise presse. Une des marques de cette mauvaise presse, si j'ose dire, de cette mauvaise réputation, c'est de s'amuser au jeu de ce que j'appellerais les doublés ou les endiadines, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de penseurs qui s'ingénient à dire toujours, ben voilà, il y a la pitié, mais il y a surtout la sympathie. Il y a la pitié, mais il y a surtout la compassion. Il y a la pitié, mais par exemple aujourd'hui, il y a surtout le care. Et dans ces doublés, la pitié a toujours le mauvais rôle. Donc je suis parti de cette idée qu'il fallait peut-être tenter une archéologie pour essayer de voir un petit peu d'où venait cette mauvaise réputation de la pitié et si la pitié, au regard d'une archéologie, pouvait justement nous dire des choses sur l'état justement des relations sociales aujourd'hui. Donc ça, c'est, si vous voulez, le côté archéologique de l'enquête. Et cette archéologie, cette dimension historique, c'est donc finalement un moyen de proposer une définition de la pitié, d'essayer de la cerner, de la distinguer de la sympathie, de la compassion, ce que vous venez de dire. Oui, c'est-à-dire il y a un autre mot qui est important dans la question que vous avez posée, c'est possible. Voilà. Est-ce que c'est possible de le faire ou est-ce que c'est impossible? Je crois que c'est possible à un certain nombre de conditions. La condition première, c'est de bien s'entendre sur ce qu'est l'archéologie. Je vois et j'entends qu'on a parlé de Foucault ici, et évidemment, c'est dans ce filon-là que j'essaie d'inscrire le travail, même si je dois préciser que l'archive dont je me sers, que je mobilise pour faire cette archéologie, est plutôt une archive de textes. C'est-à-dire que même si, je mobilise aussi évidemment des textes religieux, etc., mais enfin, c'est toujours des textes. L'archive, les énoncés qui sont les miens appartiennent à la tradition philosophique ou littéraire. Alors, l'autre aspect de la question, évidemment, c'est de conjoindre littérature et philosophie. Et là, c'est un peu, si j'ose dire, ce que j'essaie d'introduire dans cette approche. C'est la thèse suivante, c'est que quand on s'intéresse à l'histoire philosophique de la pitié, on a affaire
à un certain nombre de considérations qui pensent toujours la pitié à partir de ce que j'appellerais des scènes. Chez Aristote, par exemple, dans la rhétorique 1, 2, 8, c'est le plus exceptionnel. Hein. Il y a toujours des scènes, ou ce qu'on pourrait appeler après Benjamin des mises en scène, des mises en scène, des dispositifs. Des dispositifs. Ouais. Hein. Alors, ça serait peut-être pas aussi pertinent si on rappelait en même temps que ces penseurs de la pitié sont aussi et toujours, hein, j'insiste bien sur ce lien de nécessité, des penseurs du théâtre. Et on oublie que ce n'est pas simplement le cas de Rousseau, parce que Rousseau, au nombre de ses paradoxes, figure celui-ci, c'est que d'une part, c'est le grand penseur de la pitié, le plus grand penseur parmi les philosophes français, en tout cas du 18e de la pitié, hein, dans l'Émile, mais aussi dans l'essai sur l'origine des langues. Et c'est le contempteur, si j'ose dire, du théâtre dans Lettres à d'Alembert, un texte dont on avait déjà parlé ici. Ce n'est pas le seul cas de Rousseau. Évidemment, c'est le cas d'Aristote. Et on dit toujours, et ce point est tellement extraordinaire que je m'étonne qu'il n'ait pas fait l'objet de plus d'enquêtes, Aristote dit que la moralisation du théâtre passe par la catharsis. Or, la catharsis repose sur la pitié, et la pitié n'est pas un sentiment moral chez Aristote. Donc il faut quand même s'y entendre. C'est aussi le cas, j'y reviens, chez deux penseurs où on l'attendrait le moins, Hume et Smith. Puisque Smith est un penseur du théâtre, hein, les essais d'esthétique de Smith comportent des remarques tout à fait considérables sur le théâtre, et Hume, bien sûr, qui est le penseur de la tragédie. Donc si vous voulez, au XVIIIe siècle, les grands penseurs du théâtre sont des penseurs de la pitié, les grands penseurs de la pitié sont des penseurs du théâtre. Il fallait bien qu'un jour, on mette ces deux histoires ensemble. Et il y a un troisième terme qui est important que vous avez évoqué quand vous venez de parler d'Aristote, c'est justement la moralité. Parce que pour certains de ces penseurs, la pitié est considérée comme étant un fondement de la moralité, et pour d'autres, pas du tout. Justement, chez Aristote, vous l'avez bien dit, la pitié ne peut pas être le fondement de la moralité. Or, chez Rousseau, je crois notamment dans le second discours, il y a l'affirmation selon laquelle nous savons que nous sommes moraux parce que nous sommes les sujets de la pitié. Absolument. Alors c'est là peut-être qu'une histoire est utile. C'est-à-dire c'est une histoire utile si elle est capable de repérer des seuils. On est très frappé du constat suivant. Au XVIIe siècle, la pitié est vraiment le sentiment le moins moral possible chez les moralistes, La Rochefoucauld, La Bruyère, etc. Au XVIIIe siècle, en tout cas dans la séquence 1740-1790, elle devient le fondement de la moralité. Et donc là, ça veut bien dire qu'il faut instruire cette histoire. Voilà, et ensuite, après, même chez Kant, le lien change encore, puisqu'en fait, c'est le lien entre raison et sensibilité qui évolue. Alors chez Kant, effectivement, la pitié ne peut pas être le fondement de la morale, puisqu'elle relève de la pathologie. Mais là aussi, Kant distingue sympathie et pitié. Voilà, ça donne envie en tout cas d'aller assister à votre séminaire. Donc la prochaine séance est ce jeudi, je crois, à 15h, dans l'UFR Lettres, Arts et Cinéma à l'Esplanade des Grands Moulins dans le 13e arrondissement de Paris. C'est organisé avec Paris 7 et le Collège international de philosophie. Merci beaucoup Marc Darbueff. C'est moi qui vous remercie. Toutes les informations sur ce séminaire sont évidemment en ligne. En ligne, et en ligne également ce dont vous allez nous parler maintenant, Adèle. Oui, du vendredi 5 au dimanche 7 mars, l'association Philosophia organise à Nantes la 10e édition des Rencontres de Sophie. Ces rencontres s'organisent en conférences, débats, mais aussi en un atelier de philosophie pour enfants et en projection de films. Cette année, le thème de ces rencontres, c'est les autres. Et on y trouvera des conférences, notamment de Myriam Revaud-Dallon, de Joël Proust, sur des thèmes tels que Nous autres modernes ou L'enfer, c'est les autres. Mais surtout, plus surprenant, on trouvera aussi un abécédaire des autres, où 26 thèmes philosophiques seront abordés sous forme de mini-conférences. À chaque lettre correspond un thème, B comme barbare, J comme jeu, V comme visage. Et ce thème sera présenté en 20 minutes par un philosophe. Voilà, beaucoup d'autres choses, d'autres débats, des projections de films. Je vous invite à découvrir tout le programme donc, de ces rencontres de Sophie sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est marrant. Merci à tous. La mort de l'homme, la pitié et les autres, c'était le sujet du jour. Donc Jean-François Berthe, vous êtes sociologue. On vous doit notamment l'édition et la préface du livre qui retranscrit le dialogue entre Aron et Foucault, dont on a entendu 2 extraits dans cette édition. Un livre paru en 2007 aux éditions Nouvelle Ligne. Ferhat Tellane, vous faites une thèse sur Foucault et vous organisez, avec 2 autres chercheurs de Bordeaux 3, un colloque sur Kant et Foucault qui aura lieu le 1er avril prochain. Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain en direct de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur Foucault. On parlera des engagements politiques de Michel Foucault en compagnie de Judith Revel. 10h59 exactement sur France Culture. Dans un instant, question d'époque.